Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, le président réélu à l'épreuve de la crise ukrainienne. En reconduisant Emmanuel Macron, les Français n'ont probablement pas fait le choix de l'apaisement sur la scène internationale non plus. Nous irons ensuite dans le Tarn-et-Garonne pour recueillir les impressions des Français sur ce scrutin. Et enfin, un retour sur le vote des Insoumis au second tour et également au programme. L'IFOP a produit une étude sur le vote des électorats confessionnels à la présidentielle. Macron réélu, quel changement dans le dossier ukrainien? Alors que les dirigeants américains et leurs satellites occidentaux se retrouvent ce mardi, Emmanuel Macron va commencer son second mandat avec un défi d'envergure, élément d'explication. Tout le monde le félicite, ou en tout cas tous les amis de Washington. De Biden à Trudeau, en passant par son homologue allemand, Emmanuel Macron a vu ses petits camarades chefs d'État soulagés ou tout au moins satisfaits de sa réélection. En pleine crise ukrainienne, voir arriver à la tête de la France Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon aurait froissé le bloc atlantiste. Rien de tel donc, et la France devrait bien se trouver aux côtés des États-Unis qui donneront le la de la politique à mener sur le continent. C'est à l'initiative de Washington que 40 États se sont retrouvés ce mardi en Allemagne. Le ministre de la Défense américain à la manœuvre estime que l'Ukraine peut gagner face à la Russie si les moyens lui sont donnés, ce qui implique une intensification des livraisons d'armes vers Kiev, une manière de faire la guerre sans vraiment la faire, qui n'est pas sans risque et pour cause, faute de faire gagner la guerre à l'Ukraine, cela risque de faire durer le conflit, avec les conséquences que cela implique pour les populations. Et surtout, cela ne prend pas en compte une donnée contemporaine. Dans la guerre moderne, il n'est pas évident qu'un conflit armé débouche sur une victoire. Et même si cela est le cas, il sera complexe de savoir qui l'a emporté. Moscou n'admettra jamais avoir perdu, même si c'est le cas, et l'Occident et ses relais médiatiques diront avoir gagné, même si Zelensky finissait dans une cage du zoo de Moscou. Le mensonge et surtout ses relais contemporains puissants, faits de chaînes d'information en continu et de réseaux sociaux, obscurcissent les jugements et l'opinion éditoriale a souvent plus de poids que la réalité factuelle dans ces épisodes guerriers dramatiques. Dans ce conflit, l'Allemagne prendra sa part, mais cette fois, pas de bêtises, ce sera sous supervision américaine. Le ministre fédéral de la Défense, Christine Lambrecht, a d'ailleurs détaillé l'envoi de chars anti-aériens depuis la base de Ramstein, du nom d'une base aérienne américaine dans le district de Kaiserslautern, pour ceux qui auraient des doutes sur la nature atlantiste des manœuvres européennes en cours. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a lui mis en garde lundi sur un risque qu'il qualifie de réel, une troisième guerre mondiale, tout en affirmant que la Russie poursuivait ses négociations de paix avec l'Ukraine. Des négociations que Moscou ne fera de toute façon pas avancer tant que son armée n'aura pas atteint pleinement ses objectifs qui par ailleurs demeurent difficiles à identifier. Et Emmanuel Macron dans tout ça? Dimanche, à l'issue de sa victoire, le président français a évoqué la guerre en Ukraine et l'avenir proche du pays dans une même séquence. Les années à venir, à coup sûr, ne seront pas tranquilles. Mais elles seront historiques. Et ensemble, nous aurons à les écrire pour nos générations. Et la guerre en Ukraine est là pour nous rappeler que nous traversons des temps tragiques où la France se doit de porter sa voix, de montrer la clarté de ses choix. La clarté des choix, il en faudra pour le maître du « en même temps » qui reste un pion dans le dispositif américain, même s'il faut reconnaître au président Macron que dans son égocentrisme, il a pu parfois donner un son de cloche singulier. Ce fut notamment le cas lorsqu'il refusa d'utiliser le terme « génocide » en Ukraine, ne se laissant pas embarquer dans une lutte lexicale dangereuse. Mais si le président donne parfois des signes contradictoires, sa position dans le conflit reste celle d'un lieutenant de la maison-mère américaine, et sa réélection pourrait laisser présager le pire. Certains, à l'image de François Asselineau, estiment même que l'élection de Marine Le Pen aurait pu éviter une escalade dans ce conflit, alors qu'Emmanuel Macron, biberonné à l'atlantisme, serait plus perméable aux sirènes guerrières de Washington. Reste que le président français, obsédé par l'idée d'Union européenne, pourrait tenter de faire valoir une voie intermédiaire entre les positions belliqueuses russes et américaines. Une hypothèse bien peu probable pour l'heure, les intérêts des puissances européennes étant diverses et souvent contradictoires, surtout concernant la France et l'Allemagne. L'intensification des combats en Ukraine et le durcissement de la position américaine pourraient assombrir rapidement le début de ce nouveau quinquennat. Si faire partir la France en guerre est militairement presque impossible, l'État français pourrait choisir de s'impliquer toujours plus dans ce conflit en envoyant encore plus d'armes et de moyens à Kiev, une aide qui se fera avec l'argent des Français qui n'ont pas choisi la guerre mais qui ont tout de même choisi leur président.
Et justement, partons à la rencontre des Français à Castelsarrasin, dans le Tarn-et-Garonne, quelques heures après le verdict de l'élection présidentielle. Les élections présidentielles, ce que je pense, c'est que j'aurais voulu du changement. J'aurais voulu du changement qu'on n'a pas eu. Bon, voilà, c'est tout. C'est le résultat du désir des citoyens. Voilà, c'est reparti pour 5 ans, hein, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez? C'est tout. Moi je suis contente que Macron soit passé, il va aider les personnes qui sont en difficulté. Je n'avais pas de bon choix, j'ai fait un choix par défaut. Maintenant j'attends d'Emmanuel Macron qu'il se remette un petit peu en question, qu'il fasse un petit peu différemment qu'au premier quinquennat. Je suis content qu'il soit passé, M. Macron. Et je voudrais quand même dire que je ne suis pas contre Marine Le Pen. Macron a intérêt à entendre ce que les Français attendent de lui, parce que je crains vraiment, si les choses ne changent pas, que dans 5 ans, ce soit pire ce qui nous attend. Il a fait quand même des choses pas trop mal. Si, il a assuré. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas eu trop de chance. Il a pris les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine, ça aussi, ça l'a peut-être un peu déstabilisé. Moi, je trouve qu'il a été, surtout en début de quinquennat, très arrogant, ce qui a provoqué la crise des gilets jaunes, même si elle couvait certainement depuis un moment. Décevant, je crois que... Décevant, dès le départ, décevant. Hein. Bon, il y a eu le problème des gilets jaunes, donc... Après, le Covid, ça, c'est indépendant de lui. Mais non, décevant. Je crois qu'il est vraiment loin des problèmes des Français. Enfin, des Français pour qui c'est de plus en plus dur. Moi, dans quelques mois, j'aurai 85 ans. Mais c'est pour la jeunesse qui va suivre. C'est pour la jeunesse, c'est cela. Parce qu'il va falloir qu'ils travaillent davantage, déjà d'une part. Et puis, il va y avoir des mesures qui vont être prises, qui ne vont pas être très réjouissantes dans les mois à venir. Demain, on va avoir les législatives. Est-ce que vous avez de l'espoir sur ces élections? Quel regard vous portez aujourd'hui? J'ose espérer qu'il n'aura pas la majorité, qu'il va y avoir quand même à l'Assemblée nationale une diversité qui représente un peu plus les tendances de chacun. Moi je ferai en sorte, en tout cas en donnant ma voix dans l'urne, c'est qu'il y ait un contre-pouvoir, un vrai contre-pouvoir, qu'il y ait peut-être plus de débats à l'Assemblée, parce que quand il y a une très forte majorité avec un président qui va dans ce sens-là, les oppositions n'existent plus. Macron a-t-il gagné grâce à Mélenchon? Avec plus de 7 millions de suffrages au premier tour, le chef des Insoumis a vu ses partisans être sollicités par les 2 finalistes. Finalement, c'est du côté du sortant qu'ont penché les électeurs. Ni, mais pas que, alors que nombre d'électeurs de la gauche mélenchoniste avaient décidé de n'accorder leur suffrage ni au candidat sortant ni à la candidate RN, une majorité d'électeurs insoumis du premier tour a renoncé à choisir au second. Ils sont 45% selon une enquête IFOP fiduciale à n'avoir pas tranché dans l'isoloir. En revanche, du côté de ceux qui ont voté, on constate un large report vers le candidat sortant avec 42% en faveur du président Macron. Ils ne sont finalement que 13% à avoir osé le vote RN. Une proportion qui contredit largement les études d'opinion et projections médiatiques qui donnaient jusqu'à plus de 30% d'insoumis tentés par un vote Marine Le Pen. 13% c'est peu et c'est moins en proportion que le report en provenance des Républicains qui se situerait à 18%, mais 18% de pas grand-chose vu le score de Valérie Pécresse au premier tour. Du côté de l'appareil politique LFI, on jubile. En effet, après avoir encouragé à faire barrage à Marine Le Pen sans donner une consigne de vote formelle en faveur du sortant, les Insoumis semblent avoir participé à leur manière au score en recul du président par rapport à 2017. Une disposition idéale pour lancer l'opération élection législative sur laquelle la gauche mélenchoniste compte particulièrement. Ainsi, au soir de la victoire d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon s'est félicité de la défaite de Marine Le Pen et en même temps du fait qu'Emmanuel Macron soit mal élu. Madame Le Pen est battue. La France a refusé clairement de lui confier son avenir et c'est une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple. À présent, M. Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République.
Une satisfaction qui laisserait presque oublier que Jean-Luc Mélenchon, lui, n'est jamais parvenu au second tour et que s'il y était parvenu, il serait comme n'importe quel candidat pour cette élection, très mal élu, si tant est qu'il soit élu. La forte abstention et le rejet de la classe politique concernent en effet tous les candidats et il n'y échappe pas. Ce second tour, avec un fort rejet des deux candidats, lui permet néanmoins d'avoir le beau rôle et de mettre un peu plus en orbite sa campagne des législatives, lui qui se verrait bien à Matignon et qui pourrait en réalité envoyer une belle délégation à l'Assemblée nationale et tenter d'incarner la principale opposition au président Emmanuel Macron. Pas de vote confessionnel, mais un peu quand même. Lundi, quelques heures après le verdict du second tour de la présidentielle, l'IFOP a publié une étude comparant le vote et religion. Le point d'Élise Blaise. Les catholiques français votent plus que les autres. Ils sont près de 80% à s'être déplacés aux urnes dimanche, soit 8 points de plus que la moyenne nationale. En effet, un sondage commandé par La Croix et Le Pèlerin, exécuté par l'IFOP, révèle les tendances de vote en fonction de la confession. Si les protestants ont pour leur part majoritairement donné leur voix à l'ancien banquier d'affaires à hauteur de 65%, les chiffres montrent également que les catholiques se mobilisent pour voter à mesure qu'ils sont pratiquants réguliers. Un parallèle qui peut s'expliquer par une orthopraxie dans la vie quotidienne et un attachement à ses racines chrétiennes, poussant donc à agir sur son propre destin terrestre en accomplissant son devoir de citoyen. L'analyse se confirme par la démonstration inverse si l'on observe le vote des Français de confession musulmane, religion implantée en France et en Europe beaucoup plus tardivement. En effet, selon l'étude, seuls 58% des Français musulmans se sont rendus dans les bureaux de vote, près de 15 points en dessous de la moyenne du pays. Dans la même logique de conservatisme des valeurs et de ses racines, les catholiques ont légèrement voté plus en faveur de Marine Le Pen, à hauteur de 45%, que les 42% du résultat global. On note toutefois que la pratique plus ou moins régulière du culte catholique ne permet pas de corrélation directe avec le vote pour la candidate du RN. En effet, les pratiquants dits réguliers ont davantage voté en faveur d'Emmanuel Macron que les catholiques non pratiquants. Étonnant, puisque le président marcheur est aussi celui sous lequel le délai légal pour l'avortement a été repoussé. Par ailleurs, le président reconduit semble vouloir placer l'euthanasie au cœur de son second mandat. Une orientation politique qui devrait également poser problème aux Français de confession musulmane, qui ont pourtant plébiscité Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle à 85%. Un score assez caricatural qui montre que le clientélisme a de beaux jours devant lui. On note aussi que le rôle des médias pour diaboliser les candidats de droite ou patriotes face à l'électorat de confession musulmane fonctionne toujours. Pourtant, l'agitation des accusations fallacieuses de racisme a largement été battue en brèche par les votes favorables à Marine Le Pen dans les départements et territoires d'outre-mer. Quoi qu'il en soit, la répartition des votes en fonction des confessions permet également une projection vers l'avenir, car si les conversions au catholicisme ne sont pas légion, l'afflux de nouveaux arrivants de confession musulmane progresse. De quoi comprendre pourquoi démographie et démocratie résonnent presque pareil. Et passons à présent à l'actualité en bref avec Vincent Moulier. Arnaud Montebourg, attiré par Jean-Luc Mélenchon pour les législatives. Lundi, les proches de l'ancien ministre, réunis dans leur propre mouvement intitulé L'Engagement, ont entamé les pourparlers avec les Insoumis. Après avoir soutenu la réélection d'Emmanuel Macron, celui qui avait échoué à 400 000 voix près d'une qualification au second tour semble en bonne voie pour réunir une partie de la gauche derrière lui. S'il a peu de chances d'être Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon peut toutefois espérer agrandir son groupe parlementaire à l'Assemblée. L'Union européenne a-t-elle une dent contre le vaccin de Valneva ? Lundi, l'Agence européenne des médicaments a réclamé au laboratoire franco-autrichien Valneva des garanties supplémentaires afin de statuer sur l'autorisation du vaccin anti-Covid basé sur le virus inactivé. Si la maîtrise de cette technique utilisée dans les vaccins classiques est éprouvée depuis longtemps, cela ne signifie pas que le vaccin Valneva soit efficace, à plus forte raison contre une maladie de moins en moins dangereuse. Il n'en reste pas moins que les autorités européennes semblaient paradoxalement moins précautionneuses pour valider l'utilisation des vaccins ARN messagers, une technique jusqu'ici jamais diffusée à grande échelle. Un maire socialiste empêtré dans une affaire de trafic d'armes et de drogue. Le parquet de Bobigny a annoncé lundi que Mélanie Boulanger, figure du Parti socialiste et maire de la ville de Canteleu en Seine-Maritime, a été mise en examen pour complicité de trafic de stupéfiants et placée sous contrôle judiciaire.
L'édile continue de clamer son innocence. Une enquête avait été ouverte en 2019 à propos d'un important réseau de trafic de stupéfiants dans la ville. Dans cette affaire, Mélanie Boulanger se présente comme victime de pression de la part des trafiquants de Canteleu. Mis en examen pour viol, il continue d'endoctriner vos enfants. Vendredi dernier, on apprenait en effet que Nicolas Noguier, l'ex-directeur du Refuge, une association qui héberge des homosexuels et des transsexuels rejetés par leur famille, intervient toujours en milieu scolaire. Il est pourtant gravement mis en cause avec son compagnon Frédéric Gall par d'anciens bénévoles et mis en examen depuis janvier, notamment pour harcèlement moral et violence sexuelle. Alerté à plusieurs reprises, le cabinet de Jean-Michel Blanquer ne serait pas intervenu, considérant sans doute que la présomption d'innocence était plus importante que le principe de précaution pour les enfants. 2 enquêtes ouvertes après les 2 morts lors d'un contrôle de police sur le Pont-Neuf à Paris. Le drame est survenu peu avant minuit dimanche à l'extrémité ouest de l'île de la Cité, après que le conducteur d'une voiture a tenté de renverser 5 policiers qui voulaient le contrôler. Un des fonctionnaires a ouvert le feu, tuant le chauffeur et un passager. Ils étaient âgés respectivement de 25 et 31 ans. Un autre passager, quadragénaire, a également été blessé par les tirs et emmené à l'hôpital. Une enquête a été ouverte par la justice pour tentative d'homicide. L'IGPN a également été chargé d'une enquête administrative. Ouverture du procès hors norme de la SNCF. Depuis lundi, le transporteur public est jugé pour le déraillement du train Paris-Limoges à Brétigny-sur-Orge, en Essonne en 2013, qui a fait 7 morts et plus de 400 blessés. Près de 200 victimes se sont constituées partie civile, dans l'espoir de comprendre les origines de l'accident. Les Allemands refusent que Google montre leur maison. Près de 15 ans après l'arrivée dans le pays du service de navigation virtuelle Google Street View, son déploiement est toujours entravé par l'indignation qu'il suscite dans une partie de la population. Depuis 2011, l'entreprise a plus ou moins abandonné son travail de cartographie en Allemagne, des centaines de milliers de personnes ayant demandé à ce que leur logement soit flouté sur Google Maps. Plusieurs voitures de Google utilisées pour photographier les rues en 3D avaient même été vandalisées. Elon Musk met la main sur Twitter. Le conseil d'administration du réseau social a finalement accepté l'offre de rachat du patron de Tesla et de la compagnie spatiale SpaceX au prix astronomique de 44 milliards de dollars. Avec ce rachat, Elon Musk dit vouloir préserver le rôle démocratique de Twitter, dans lequel il voit un village virtuel où les sujets vitaux pour l'avenir de l'humanité sont débattus. Afin de protéger ses intérêts et la liberté d'expression, le milliardaire veut sortir l'entreprise de la bourse et devenir ainsi le seul maître à bord. Dans la sphère politique américaine, les démocrates ont dit leur inquiétude de ce rachat, ce dont les républicains ont fait des gorges chaudes. Quelques heures avant l'annonce, Donald Trump, qui a lancé son propre réseau social en février, a déclaré qu'il ne retournerait pas sur Twitter. Le successeur de Monseigneur Aupetit vient d'être désigné par le pape. Il s'agit de Laurent Ulrich. Âgé de 70 ans, celui qui était jusqu'à présent l'archevêque de Lille est connu pour être de sensibilité progressiste. L'âge limite de départ à la retraite des évêques étant fixé à 75 ans, l'homme d'église restera donc en poste 4 ans dans la capitale. La doyenne de l'humanité est désormais française. Il s'agit de Sœur Andrée, née Lucille Randon. Elle est âgée de 118 ans et vient de succéder à la japonaise Kan Tanaka, décédée le 19 avril à l'âge de 119 ans. Déjà doyenne des Français et des Européens, cette Alésienne d'origine, entrée dans les ordres à l'âge de 40 ans, réside actuellement dans un EHPAD de Toulon où elle a triomphé du Covid l'an dernier. Elle avait alors confié « Je ne me suis même pas rendu compte que je l'avais ». Gardant toute sa lucidité, Lucille Randon semble aujourd'hui en pleine forme. Ses plus anciens souvenirs remontent à la Première Guerre mondiale. C'est bientôt la fin de cette édition. Dans un instant, pour notre Zoom du jour, le témoignage d'Aurélie Guyon, dont la fille Azélie était atteinte de la trisomie 18. J'ai entendu dans mon cœur cet appel à donner mon bébé. Et ça a été très très fort, ça a été un moment de grand dépouillement. Il a fallu vraiment que je fasse un lâcher-prise profond. Ça a été comme un arrachement et en même temps une grâce qui m'était donnée du ciel en fait. Hein, le Seigneur qui me demandait de lui donner mon bébé me donnait en même temps la grâce de le faire mais aussi me soulageait de ce poids, vous voyez? C'est-à-dire qu'au lieu de moi porter cette maladie de mon bébé, je lui remettais à lui et c'est lui qui allait nous porter et Azélie qui allait nous conduire. Ce soir, vous pouvez aussi découvrir un nouveau numéro de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lannes nous parle d'une victoire fondatrice de Clovis.
Bienvenue dans La Petite Histoire, et aujourd'hui on commence une nouvelle thématique. Après les grands corsaires, place aux grandes victoires de l'histoire de France. Et pour débuter en beauté cette série, j'ai choisi une bataille fondatrice pour ce qui deviendra le royaume de France, à savoir la bataille de Vouillers en 507. Elle oppose l'armée de Clovis, roi des Francs, à celle d'Alaric II et ses redoutables Visigoths, qui occupaient alors un immense territoire allant de l'Espagne jusqu'au sud de la Loire. Le but pour Clovis était non seulement en tant que champion de la chrétienté de combattre l'hérésie arienne, mais aussi en tant que digne héritier de l'Empire romain agonisant, d'étendre son territoire jusqu'aux Pyrénées. Et c'est justement grâce à cette victoire qu'il va poser les bases de ce qui sera, pour des siècles, les frontières naturelles du royaume de France au sud. C'est pourquoi je parle de bataille fondatrice, et elle l'est à plusieurs niveaux, en plus d'être une grande victoire de celui que l'on considère aujourd'hui comme le premier des rois de France. Et tout de suite, votre rendez-vous avec François Billot de Lochner pour Mes Libertés Politiques. Merci de votre fidélité, bonne fin de soirée à tous et à demain. Retrouvez Mes Libertés Politiques avec terredefrance.fr, parfums et accessoires solidaires du monde rural. La pauvreté prend en France de belles proportions. Selon les études, entre 20 et 30% des Français au moins pourraient être considérés comme pauvres, ce qui est tout de même un chiffre conséquent. Cela dit, aucune inquiétude, puisque Macronor Mackinsor a une telle passion pour les pauvres qu'un de ses slogans de campagne était « Tous unis ». À titre personnel, j'ai trouvé cela très beau, ce slogan de campagne, car effectivement, Macronor Mackinsor a réuni dans un amour fraternel les dirigeants de McKinsey et les gilets jaunes appauvris, le paysan du Cantal qui vit chichement et le riche trafiquant islamiste du 9-3, l'infirmière non vaccinée au chômage et les dirigeants français de la filiale française de Pfizer, le système médiatique et les électeurs populaires de Marine et Zemmour. La liste de cet amour fraternel retrouvé n'en finit pas. C'est l'amour en marche, c'est beau, c'est émouvant. La beauté de cet amour macronique est telle que je vais de ce pas demander au pape François de sanctifier immédiatement de son vivant Macronor Sanctificator. J'en reviens maintenant à la réflexion sublime prononcée par la Macronie en marche. Je vous la livre telle qu'elle. Avec Marine, les pauvres risquent de mourir. J'ai trouvé cette réflexion profonde, criante de vérité. Si, tout au long de sa campagne, Marine a parcouru les villes et les villages, les marchés, les usines, les rues commerçantes, les maisons de retraite et autres lieux dans lesquels une forme de pauvreté est palpable, c'était évidemment pour espionner tous ces endroits afin d'établir un plan diabolique pour faire mourir tous les pauvres. Il suffisait de regarder l'attitude de Marine, le discours de Marine, pour voir que les pauvres, elle les déteste vraiment. Hollande avait déjà perçu tout cela, et quand il parlait des sans-dents, avec amour et bienveillance, c'était évidemment pour alerter sur le danger de l'extrême droite et son plan mortel pour éradiquer les pauvres. La Macronie a repris le flambeau et a pensé utile de qualifier avec amour et charité de beauf, de franchouillard, de pu des pieds, de fumeur de clopes, toute cette France pauvre qu'elle aime tant. De tout cela, il résulte qu'à l'évidence, la Macronie reste le dernier rempart pour protéger les pauvres d'une mort certaine concoctée par l'extrême droite. Les sans-dents, les gilets jaunes et autres pu des pieds peuvent être rassurés, ils ne mourront pas. Je vous souhaite une très bonne soirée.